Les candidats Adama Kane à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet 2018 au Mali a bien voulu accorder un entretien à l'équipe malizoom.net pour parler de son projet de société et les raisons qui lui ont poussé d'être candidat à cette élection présidentielle. Nous vous proposons l'intégralité de cet entretien. Un entretien réalisé et présenté par Seydou Silla, le directeur de publication de malizoom.net. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et lecteurs? Je suis Adama Kane, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain et je suis actuellement député à l'Assemblée nationale. Je suis de profession expert comptable, j'ai dirigé un cabinet depuis 25 ans et je suis originaire de Ségou, du cercle de Baroueli, duquel cercle je suis élu et d'origine de Bassidialandourou qui est un village dans le cercle de Baroueli. Alors, vous êtes candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet prochain. Alors, si on vous donnait la parole, que vous nous expliquiez votre projet de société, que diriez-vous? Mon projet de société tire d'abord sa raison sur mon ambition d'être candidat, sur ma motivation d'être candidat. Vous savez, quand vous regardez notre pays, chacun éprouve un sentiment qui l'indigne, qui le choque. Sentiment qui ne traduit que son patriotisme au regard de ce qui se passe, qui n'est pas suffisamment positif. Alors donc, lorsque vous vous engagez à faire de la vie publique, qui jusqu'à solliciter la magistrature suprême, ça montre votre envie, jusqu'où vous êtes prêt à servir le pays, à servir vos compatriotes. Et chacun peut servir le pays différemment. Chacun à sa façon, chacun selon ce dont tu te sens en mesure de faire. C'est ça même d'ailleurs l'idéal. Et nous, tous candidats, comme ceux qui ont eu le privilège de diriger ces pays, n'ont rien clamé que de servir le pays. Au vu des résultats au finish, nous sommes citoyens, nous sommes à même de mesurer ce qui était faisable, malheureusement qui n'a pas pu être atteint, et ce qui peut être accordé comme grâce pour eux en termes de dispenses qui dépassaient leur capacité, leurs moyens. Alors donc moi, en ayant vu tout cela, et quand j'ai décidé d'être candidat, parce que j'ai un programme à partager avec mes compatriotes, j'ai une vision pour mon pays, j'en ai l'âge, j'en ai la compétence, la capacité et la vitalité pour cela. Et mon programme pour notre sous-pays ne peut pas sortir de 3 piliers aujourd'hui qui peuvent concourir à tout le bonheur pour notre pays. Ces 3 objectifs, quand je dis piliers, je parle des 3 objectifs majeurs. C'est d'abord la stabilité, la sécurité, sans lesquelles il n'y a pas de perspective future, ni pour les citoyens qui vivent dedans, ni pour toute personne étrangère qui souhaiterait s'y rendre, dans la mesure où le monde est actuellement interconnecté et que votre pays ne tirera rien en restant infréquentable. Deuxième objectif, il s'agit de commencer la prospérité. La prospérité, elle est économique, elle est humaine. Nous avons des prospérités en chiffres. 6% de taux de croissance est difficilement obtenable ailleurs si ce n'est pas en Afrique, même si quelques pays, de grands pays en Asie, aujourd'hui, dans un passé récent, ont fait 2 chiffres de croissance, tels que la Chine. Mais cette croissance ne profite pas suffisamment aux populations. Et donc, il s'agit d'une prospérité économique, laquelle prospérité économique profite aux populations. Donc, qui dit prospérité qui profite aux populations parle de répartition du fruit de la croissance. Et quand il y a prospérité, on peut, par le biais de la solidarité, secourir les démunis, secourir tous ceux qui n'ont pas eu cette opportunité ou cette chance ou qui ont un handicap naturel pour pouvoir se prendre en charge. Et donc, cette solidarité jouant, nous pouvons donner une autre image à notre pays, nous pouvons donner un autre espoir à nos compatriotes, nous pouvons amener le Mali sur le chemin de l'émergence. Et le troisième objectif, c'est notre vie commune.
c'est tout ce qui est cadre institutionnel. C'est la loi fondamentale, c'est notre mode de gouvernance, c'est nos institutions, sur quoi nous allons installer notre vivre ensemble en termes de pouvoir. Et la constitution que nous avons actuellement héritée de la démocratie a 26 ans. Quand il a 26 ans que cette constitution n'a pas évolué ni d'un iota, quand on sait que cette constitution n'a pas été modifiée d'un trait ou d'une virgule, il est tout à fait normal que la dynamique même de la vie nous oblige à avoir la possibilité de l'actualiser et de la mettre en harmonie avec les défis sociétals. Et la crise sociétale actuelle ou bien la crise communautaire que nous vivons en est déjà un exemple pour encore revoir comment nous allons organiser la gouvernance publique, pouvoir central, et par rapport à la décentralisation qui avait commun dans notre pays. Il s'agit également, nous avons des partenaires tels que le CEDEAO, avec lesquels nous avons décidé de prendre des chemins communs ensemble, qui nous donnent des outils de gouvernance à utiliser ensemble. Et dans ce cadre, on sait que la Cour des comptes a un rôle majeur dans la transparence des dépenses publiques dans les États. Et donc l'harmonisation avec les différents pays qui se sont mis d'accord pour que ces outils soient des règles uniformes, nous puissions l'intégrer dans notre loi fondamentale. Et nous avons un État où c'est un pouvoir semi-présidentiel. Nous constatons que dans d'autres pays, on essaie d'accentuer le pouvoir du président de la République. Nous avons constaté également dans notre propre vie de démocratie de ces 26 dernières années que le président a tous les pouvoirs. Il peut remettre en cause toutes les institutions, mais l'institution présidentielle ne peut être remise en cause par qu'une règle, sauf à l'échéance par la voie des urnes. Je pense que cela mérite d'être revu pour que le président ne puisse pas avoir la main pour faire tout, ou en tout cas qu'il soit sous une dissuasion quelconque qui puisse l'amener à mieux se comporter, à ne pas se considérer comme un terrain acquis, à vouloir chaque fois penser à ses promesses électorales quand il sollicitait la magistrature suprême. Et donc, ceci m'amène à ce que le président puisse pouvoir être convoqué ou pouvoir être assigné ou pouvoir, pas judiciairement, mais par d'autres institutions pour être interpellé et révoqué, ou que sa révocation puisse faire l'objet d'un examen. Et dans cette foulée également, je pense qu'il faut encore renforcer la démocratie en faisant en sorte que le Premier ministre sorte d'un courant majoritaire politique et non pas que le Premier ministre ne vienne chercher une majorité à l'Assemblée. C'est deux sens différents. Nous sommes majoritaires, le Premier ministre vient de nous, ou c'est différent on nomme un Premier ministre, il vient composer sa majorité à l'Assemblée. Donc ça donne beaucoup plus de poids à la politique et ça fait vivre notre démocratie. Même si ce n'est pas le dernier, vous savez, les communautés, les leaders, les chefs religieux et traditionnels jouent un grand rôle dans notre vie commune. Ils ont un grand impact sur le bien vivre ensemble et ils constituent le socle d'une cohésion sociale. Et nous devons tenir compte de ces rôles éminents afin que, quelque part dans la nouvelle constitution, un rôle leur puisse être dévoué. Alors voilà en gros les grandes lignes de ces trois objectifs. Alors pour exécuter ces trois objectifs, ça demande des moyens, ça amène des actions. Et lesquelles actions à l'intérieur vont toucher les secteurs clés ou vitaux de notre économie, de notre développement, et ça va toucher également des secteurs vitaux de notre vie sociale, à commencer d'abord par la production, à commencer d'abord par les infrastructures, à commencer d'abord par le soutien ou la stimulation de l'industrialisation, à commencer par les aménagements agricoles, à commencer par la structuration même, la restructuration, je ne veux pas dire comme telle, de notre pays, à commencer par l'urbanisation, le transport en commun dans nos grandes villes, et les espaces agricoles, les espaces pastoraux et les espaces environnementaux pour que nous puissions commencer déjà à penser à cet objectif de développement durable. Et lorsque nous venons au sociétal, la justice, que nous ayons une justice saine et que la lutte contre la corruption qui aujourd'hui est un fléau
terribles qui gangrènent notre économie, qui bloquent toute notre capacité de développement, aussi bien en moyens que dans nos têtes, que comportemental, puisque le fléau ne se limite pas seulement à l'argent qui est gaspillé, mais ça participe même à détruire notre comportement, notre citoyenneté, notre caractère humain. Et donc la lutte contre cette corruption institutionnelle et la santé, l'éducation, la culture, l'art, donc tout ceci font partie d'un ensemble d'axes qui, à rassembler, feront que ces 3 objectifs puissent être atteints afin que nous trouvions un Mali nouveau dans lequel nous nous sentons fiers, dans lequel nous pouvons avoir confiance et qui est destiné à protéger les citoyens et qui a une autorité qui est consciente de ce service à rendre aux citoyens et qui mérite du respect, de l'obéissance et de la considération par les citoyens. Voilà notre rêve pour un Mali futur à bâtir. Alors, M. Kane, je reviens spécifiquement sur une question. La sécurité, en plus de la crise au nord, il y a aujourd'hui au centre un sérieux problème. Il s'agit de la crise intercommunautaire. Et l'ONU s'est prononcée à travers son haut commissariat qui a avancé des chiffres inquiétants, M. Kane. 289 morts en 2018 à cause de la crise intercommunautaire. M. Kane, qu'est-ce qu'il faut? La situation est critique. La situation est critique, très critique, très très critique. Pourquoi très critique? Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et c'est le prélude à une guerre civile. C'est très difficile de le dire, mais quand des communautés s'affrontent dans un État républicain des droits, et que la justice baisse le bras et que les autorités sont incapables de rendre justice aux victimes, de sanctionner les coupables, quelle porte est ouverte? La guerre civile ou l'anarchie totale, le chaos. Alors donc là où on pointe le doigt, c'est la gouvernance. Il ne s'agit pas que la gouvernance puisse, à défaut de pouvoir anticiper, si le mal est fait, que l'autorité puisse dissuader les mauvaises personnes intentionnées de récidiver comme ceux qui l'ont fait ou d'imiter ce que l'on fait. Et ils avaient été avisés. Toute personne qui est un peu connectée sur le déroulement ou l'arrivée de cet événement savent bel et bien que les autorités avaient été informées de prendre garde que l'occupation territoriale, qui était le premier défi auquel nous faisions face, que la guerre contre le terrorisme qui nous préoccupait ne puisse pas se transformer par le lavage de cerveau qu'on est en train de disséminer dans certaines populations en une guerre communautaire. Les pouvoirs publics n'ont rien fait. Les pouvoirs publics sont restés muets. Et finalement, ça s'est arrivé et nous le vivons aujourd'hui. Et comme c'est arrivé, la solution ne pouvait être que l'État applique la loi avec la dernière rigueur. Pourquoi avec la dernière rigueur? Si nous nous remémorons de l'histoire dans nos pays, tout ce qui a été comme une confrontation entre des populations ou une attaque à une autorité de l'État a été réprimé d'une manière que ça ne pouvait venir à la tête d'aucun de répéter la même chose. Nous avons vu le comportement de l'État quand il s'est agi de porter atteinte à l'autorité à Fana. Nous avons vu la réaction de l'État quand ça s'est produit à Kenyeba. Si l'État avait fait la même chose pour ceux qui sont à la base des conflits communautaires, que ce soit les commanditaires, que ce soit les exécuteurs, que ce soit toutes les personnes qui ont été impliquées ou susceptibles d'être impliquées, et que chacun soit sanctionné selon son degré d'implication, je ne pense pas que ça allait prospérer. Et rapidement, il faut venir à cela. Quand je serai élu président, il n'existerait pas une communauté qui s'attaque à une communauté, ou un homme détenteur d'armes qui aurait commis un forfait qui puisse échapper à la justice ou bien qui ne puisse pas être arrêté, jugé, et je laisserai à la justice de lui donner son sort. Et si la justice lui donne son sort, l'exécutif est là pour qu'il puisse en subir. Et parallèlement à cela, je le disais quand vous m'avez parlé, quand je parlais sur la loi fondamentale, le rôle éminemment important que nos autorités coutumières, que nos chefs traditionnels, que nos leaders communautaires sont capables de jouer quand il s'agit d'asseoir des personnes, de parler entre eux ou de leur donner une ligne de conduite dans la cité. Alors donc, il faut mettre à profit cela
qui, encore une fois de plus, malheureusement, a été totalement occulté par le pouvoir actuel et qui s'est complètement mis comme si c'était le rôle de la communauté internationale, comme si c'était le rôle de l'aménagement de s'interposer entre des communautés. Or, ceux-ci sont là pour nous appuyer et non pas pour se substituer à l'État. Du moins, même s'ils peuvent s'interposer entre les communautés, ils n'ont pas vocation à se transformer en justice, en tribunal pour juger les criminels et les coupables. Donc cette justice revient à l'État et c'est l'État qui devait assumer sa responsabilité. Et aujourd'hui, si l'État ne le fait pas, l'État se compromet, complaisant de ce qui se passe, même si nous n'avons pour l'instant pas de preuves ou si cela ne se dit pas sur tous les toits, mais son attitude corrobore avec cet état de fait. Alors, M. Kane, je ne vais vraiment pas conclure cet entretien avec vous sans que vous vous prononciez sur des questions fondamentales aujourd'hui. Il s'agit de la question de l'autonomisation des femmes au niveau rural, que ce soit dans les grandes villes, et la question du chômage des jeunes. M. Kane. L'autonomisation des femmes. Les femmes sont autonomes. Il n'y a aucune loi financière. D'accord, allons-y. Il n'y a aucune loi qui interdise à une femme au Mali d'exercer une activité qui soit autorisée pour un homme. Et à l'inverse aussi, il n'y a aucune activité qui soit autorisée à un homme interdite à une femme. Partant de ce postulat, les femmes ont besoin d'un soutien financier, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus, elles n'ont pas suffisamment de moyens leur permettant de générer un revenu. Elles ont besoin d'encadrement parce qu'elles ont rarement appris un métier qui leur permet d'avoir une technicité ou d'avoir un savoir-faire aussi valorisant, tel que certains métiers courants que font les hommes, que ce soit maçonnerie, que ce soit menuiserie, que ce soit chauffeur, que ce soit mécanicien. Des métiers à racine dans le genre féminin où les hommes peuvent emprunter dès lors que la voie de l'école leur paraît fermée, et puis pour se faire un chemin dans l'avenir. Alors, partant de ce constat que le champ d'évolution des femmes est assez restreint et qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour encore donner leur autonomie. Déjà, je disais au début qu'il n'y a aucune loi qui freine l'autonomisation de la femme. Donc, c'est question de moyens et question institutionnelle. La partie moyens, dans mon projet de société, j'ai parlé haut et fort que l'État dégagerait des moyens financiers à travers un fonds d'investissement public qui servira à soutenir le secteur privé, qui servira à soutenir le chômage et le problème des jeunes, on va en arriver, pour développer l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat jeune, et pour soutenir le secteur industriel afin que nous puissions avoir des entreprises manufacturières qui puissent occuper le terrain, qui puissent encore que notre pays qui puisse se substituer à certains types d'importation de produits qui n'ont pas de raison d'être importés, comme pourrait bien produire compte tenu aujourd'hui du développement industriel ou du développement de la disponibilité des machines ou de la technique du savoir-faire. Alors donc l'autonomisation de la femme, ce n'est qu'une question de moyens et qu'il faudrait le mettre à leur disposition et qu'il faut accompagner cela par un encadrement, une formation qui permet de pérenniser ce soutien financier. Alors quant aux jeunes, c'est le même ressort. Notre système éducatif, malheureusement, n'a pas été formé depuis de tout temps. Toutes les écoles supérieures ou secondaires qui forment des techniciens ou des cadres supérieurs sont beaucoup plus orientés sur la bureaucratie. Et la bureaucratie, ce n'est que la gestion de la production. Ce n'est que la gestion administrative. Et comment voulez-vous qu'il y a le sommet large et la base pointue? Je veux dire par là, comment est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de personnes dans la gestion de la production, tant bien qu'il n'y a même pas de production d'abord. Alors donc, il faut réformer le système éducatif de manière à ce que nous ayons beaucoup plus une large couverture des différents besoins du marché d'emploi et du marché du travail par des compétences dans tous les différents secteurs et dans tous les domaines techniques qui soutiennent le développement, la création de valeur, la création de richesses. Et dans ce domaine, j'ai parlé
dans mes rencontres bien avant le jour de la campagne, la création de 3 grands pôles de formation technique professionnelle, des métiers, où l'objectif ce n'est pas pour faire du chiffre, l'objectif ce n'est pas pour vraiment étaler, ce n'est pas pour drainer les jeunes dans une moule politique ou dans un clan politique, mais c'est réellement de manière pragmatique pour que les jeunes qui rentrent puissent apprendre un métier et non pas sortir avec un certificat qui ne leur donne pas la certitude qu'ils apprennent un métier. Donc un métier qui sera alterné entre la théorie et la pratique et qui permettra réellement d'avoir des normes standards universelles qui puissent être disposées sur le marché malien ou être exportées dans d'autres pays. Et l'autre offre pour ces jeunes serait pour tous ceux qui déjà ont terminé, qui ne pourraient plus aller dans ces centres de formation technique ou professionnelle ou qui ont envie d'entreprendre. Ce qui sera fait pour les femmes seront faits pour ces jeunes, à savoir les former en entrepreneuriat, à renforcer leur capacité de management, à renforcer leur confiance en eux-mêmes, soutenir leur création d'entreprise par les moyens financiers et les soutenir d'une autre manière en leur permettant d'accéder à la commande publique. Dans ce domaine, je prends cet engagement que tout ce qui est commande publique payée sur les fonds de l'État seront en priorité réservés aux entreprises nationales, aux start-up, aux entreprises formalisées qui payent correctement leurs impôts et que pour ceux qui ne seraient pas disponibles, si nous devons acheter avec l'étranger, que l'étranger veuille bien s'associer avec une entreprise malienne ou avec un malien pour que nous puissions déjà espérer sur des transferts de compétences, des transferts de technologies dans ces domaines, afin de soutenir un secteur embryonnaire qui est l'industrie embryonnaire, qui est de soutenir une qualité de produits ou de main-d'œuvre qui n'est pas encore assez mûre pour compétir au niveau international et mérite d'avoir beaucoup de regard de l'État en termes de dépenses de commandes publiques et en termes de soutien financier pour qu'ils puissent rapidement consolider leur acquis, pour qu'ils puissent rapidement s'agrandir afin de pouvoir être compétitifs en termes d'exportation sur le marché international. Une toute dernière question. Vous êtes candidat pour être le président de la République du Mali. Ce n'est pas un souhait, c'est le jeu politique qui oblige cette question. Si vous n'êtes pas au deuxième tour, M. Kane, qui vous allez soutenir? Je demande de revenir après le seul premier tour. Très bien. Merci, M. Kane. Merci bien. Et bonne chance. À vous demain. C'était là le candidat Adaman Kane qui expliquait son projet de société et les raisons qui lui ont poussé d'être candidat au micro de l'équipe Malizoom.net, un entretien réalisé et présenté par Seydou Silla, le directeur de publication.